les grandes figures africaines de la collaboration avec le néocolonialisme et l'impérialisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit pays martyrisé depuis plus de 58 ans par un clan. Je dirais même une famille mafieuse. Il s'agit du clan des Gnassingbé et Yadema. Ce pays, c'est le Togo. Un simple coup d'œil sur la carte de l'Afrique, une simple projection géopolitique nous amène à conclure que le Togo est ce qu'on appelle un verrou stratégique. Le Togo est un territoire qui sépare le Bénin du Ghana. Le Togo, la frontière entre le Togo et le Ghana, c'est juste un no man's land que moi-même j'ai visité. Et donc, je puis dire que la raison pour laquelle l'Afrique de l'Ouest n'a pas encore fait jonction avec l'Afrique centrale, c'est parce qu'un certain nombre de verrous stratégiques n'ont pas été déverrouillés. C'est le cas du Cameroun aussi. Le Cameroun est un verrou stratégique parce que si le Cameroun est déverrouillé, un vaste marché qui permettra la libre circulation des hommes, des produits, des idées, je dirais même de nos richesses immatérielles, deviendra possible. C'est pour empêcher cette libre circulation que la France a été emmenée à partir de 1956 à fragmenter, à balkaniser les deux grands ensembles dont elle avait la possession, à savoir l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française, l'AEF et l'AOF. Il ressort de cette remarque que la loi anticonstitutionnelle, je dis loi anticonstitutionnelle parce que cette loi est dénommée en langage juridique loi cadre de Gaston Defferre, qui avait été accompagné par un certain nombre de parlementaires africains, dont le Dahoméen Sourou Migan Akpiti et l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny et le Malien Fili Dabo Sissoko. Donc, la France, voyant que les pays africains voulaient conquérir l'indépendance, qu'il y avait deux écoles. Il y avait l'école de ceux qui étaient souverainistes. Donc, ils voulaient une indépendance économique, une indépendance diplomatique, une indépendance politique, une indépendance militaire, etc. Bref, une indépendance totale. Donc, ceux-là, c'était le Guinéen Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, le Malien Modibo Keïta et le Nigérien Djibo Bakary, entre autres leaders. Donc la France, confrontée aux difficultés en Indochine, en Algérie, c'est-à-dire ce qu'on appelle une décolonisation douloureuse, la France voulait prendre les devants pour empêcher les pays africains d'accéder à cette souveraineté. Il lui fallait donc une loi dénommée la loi cadre de fer, parce que le Parlement français interdisait justement la fragmentation d'une partie du territoire français au nom de ce qu'on appelle la continuité territoriale.
Il en résulte donc que l'Afrique a été... Il faut leur dire de ne pas parler fort. Il faut pas leur dire. L'Afrique a été divisée politiquement, géographiquement, c'est-à-dire sur le plan géopolitique. Et c'est comme ça que ce qu'on avait tracé comme frontière, après la course au clocher, parce que ce que les Africains ne savent pas, ce n'est pas à Berlin, en 1885, que les frontières ont été tracées. À Berlin, on a délimité les zones d'influence qui revenaient à chaque puissance coloniale. Mais on entend dire souvent, par ceux qui n'ont jamais lu les rapports et les archives, que à Berlin, on a fait les frontières, non? Le principe qu'on a intégré à la charte de l'OUA, qui stipule que les frontières héritées de la colonisation sont intangibles. Ce principe est postérieur à ce que j'appellerais l'indépendance dans l'interdépendance, la mascarade de l'indépendance dans l'interdépendance. Le système qui domine l'Afrique, parce que c'est bien un système qui domine l'Afrique, c'est le capitalisme financier mondialisé. Ce système a connu 5 phases. La première phase, c'est ce que nous appelons la phase mercantiliste de l'économie monde. Donc c'est la traite négrière transatlantique qui a permis la matérialisation de cette première phase. La deuxième phase, c'est la mise en place des protectorats, puis des colonies. Et c'est ça qui a coïncidé avec ce qu'on appelle la phase industrielle de l'économie monde, avec le développement du machinisme, etc., etc., et des villes comme Manchester, qui sont devenues des concentrés de l'industrialisation et le fleuron des industries. Donc, il y a eu une troisième phase. Cette troisième phase, c'est ce qu'on appelle le capitalisme monopoliste. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de quelques entreprises comme ça. Il s'agit maintenant des grands groupes qui ont monopole sur les richesses de l'Afrique. Ces grands groupes, vous les connaissez aujourd'hui. C'est Nestlé, c'est Bolloré, c'est Bouygues et tout ça. Mais la phase qui s'annonce sera terrible. Parce que ça va être ce qu'on appelle le capitalisme maintenant sauvage. Sauvagement sauvage. C'est-à-dire qu'ils vont s'appuyer sur le numérique, sur l'intelligence artificielle pour rationaliser le pillage des ressources énergétiques, minières et des matières premières stratégiques de l'Afrique. Il en résulte donc que la phase dans laquelle nous sommes actuellement, c'est la phase qu'on appelle post-industrielle. C'est la phase militaro-industrielle. Donc qu'est-ce qui se passe en Afrique depuis maintenant 4 décennies? Les puissances, les grandes puissances qui veulent conquérir le marché mondial ont considéré que c'est l'Afrique qui est l'épicentre du marché mondial. Ce qu'on appelle la mondialisation, que les anglo-saxons appellent globalisation, c'est l'Afrique qui en est l'épicentre. Parce que de fait, d'après les prospections de la Banque mondiale, l'Afrique détient les 3/4 des réserves énergétiques de la planète. C'est la raison pour laquelle la Chine s'est invitée en Afrique. Ce n'est pas pour sauver les Africains. C'est la raison pour laquelle la Russie, après avoir été confrontée elle-même au démantèlement de l'URSS, grâce à son excellence, Poutine s'est invité en Afrique. C'est la raison pour laquelle l'Inde s'est invitée en Afrique. C'est la raison pour laquelle la France ne peut pas quitter l'Afrique. Quand bien même les Français voudraient desserrer les taux et ne pas étrangler les nègres, qu'ils ne le pourraient pas. Parce que la conséquence immédiate pour la France, ça va être un déclassement de la France qui se retrouvera en dessous de l'Albanie.
Or, l'Albanie, c'est la lanterne rouge en Occident. Est-ce que les nègres comprennent ce que je dis? Donc, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas demander à la France de se suicider. Regardez les difficultés de la France. La France est aujourd'hui en faillite et en liquidation. C'est pas moi qui ai dit ce terme. C'est Gérard Darmanin qui est chargé du budget qui l'a dit. Après Fillon. Deuxièmement, la France est confrontée à des explosions sociales. Au moment où je parle, aux invalides, les gens sont en train de se battre. Les black box sont venus de je ne sais où. Ils étaient plus de 350 et ils ont chargé les CRS. Donc il y a de la fumée partout. Donc tout le monde a fui. Donc il faut les nègres pour prendre ça. Cette insécurité en France est due à cette situation objective de ce qu'on peut appeler le déclin de la France. Nous avons travaillé récemment sur le déclin de l'Occident. Mais ce que nous n'avons pas dit, c'est que ce n'est pas tout l'Occident qui va décliner au même rythme. Par exemple, nous savons que l'Allemagne a perdu sa colonie, mais devant la France en termes de performance économique. Nous savons que la Suède est devant la France. Nous savons que la Norvège qui a du pétrole est devant la France. Nous savons que même la Finlande est devant la France. Mais pourquoi on dit que la France a une grande puissance? Pour deux raisons qui n'ont rien à voir avec les potentialités économiques même de la France. La première, c'est que la France a un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la deuxième raison, la France est une puissance maritime, la première au monde, grâce à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane qui se trouve aux confins de l'Amérique du Sud, qui a une frontière avec l'Amérique du Sud, le Suriname, tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les potentialités qui font qu'on fait de la France une grande puissance, d'ailleurs ce n'est même pas une grande puissance, c'est une puissance moyenne dans les faits. Les potentialités sont en dehors du territoire français. C'est la France d'outre-mer. Or, l'Allemagne n'a pas d'outre-mer. L'Angleterre a le Commonwealth, mais tous les pays du Commonwealth, il n'y a pas de base militaire anglaise chez eux. Il n'y a pas de l'équivalent du CFA, où on dirait la livre sterling CFA. Il n'y a pas tout ça. Donc la France est le seul pays qui est contraint, pour garder son rang de puissance moyenne dans le monde, de faire de la prédation économique et du gangstérisme d'État. Voilà ma position. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que des pays comme le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Niger, le Bénin, tous ces pays, jusqu'au Mali, sont des pays du précaré français. Donc je voudrais être explicite maintenant pour conclure cette première phrase. Ce n'est pas le président Macron qui est l'homme qui décide pour l'Afrique. Il ne décide même pas pour la France. Le président Macron, pour que les Africains comprennent bien, une lecture géopolitique élémentaire nous amène à dire que ceux qui décident, ce sont les actionnaires des grands groupes financiers. Et il y a 120 familles en France. Ce sont eux qui disent à Macron, il faut maintenant arrêter le confinement. Il faut maintenant bosser. C'est eux qui disent ça. Que ces gens-là qui ont dit que ils sont un conseil sur la santé, Salomon, tous ces gens-là, ils doivent rentrer dans les rangs parce que maintenant, il y a une faillite et nous ne voulons pas payer les pots cassés. Le MEDEF ne veut pas payer les pots cassés. Et je pense qu'ils ont raison. Sauf que le pot est déjà cassé. Bon, donc, le problème que nous posons est simple. Si le capitalisme financier mondialisé est le système que nous combattons, comment ça se traduit en Afrique? C'est-à-dire, quelle est
la forme institutionnelle prise par ce système économique, c'est le néocolonialisme, qui a été analysé par Nkrumah de la façon la plus exhaustive possible. Et comment ça se matérialise dans le précaré français? Ça s'appelle la France-Afrique. Donc c'est de ça que nous voulons parler. Nous voulons parler des effets pervers, des méfaits et des forfaits de la France-Afrique au Togo. Voilà ce que nous voulons. Alors, les gens ont dit non, vous voulez attaquer le président Faure Gnassingbé. Il faut que les Africains comprennent une chose. Faure Gnassingbé, c'est tout simplement un commis qui est commissionnaire. C'est-à-dire, sa situation est celle de quelqu'un qui applique la feuille de route de la France-Afrique. Les Africains ne veulent pas voir les choses en face. Donc le fait de l'attaquer ou même de le changer ne va pas éradiquer la France-Afrique. Ça ne va pas éradiquer ipso facto le néocolonialisme. Ça ne va pas éradiquer, à plus forte raison, le capitalisme financier mondialisé. Donc il y a deux façons d'envisager un changement au Togo. Il y a ce que Maître Jean Yaovi Degli, qui a été le rapporteur de la conférence nationale souveraine au Togo. C'est lui qui a fait le rapport final, qu'il a lu devant les délégués. C'est donc un juriste confirmé. Depuis, il est exilé en France. Parce que le clan Gnassingbé a voulu l'assassiner. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce qu'il veut, lui, c'est l'alternance politique. Regardez bien. Son livre, Togo a qu'un l'alternance politique. C'est quoi l'alternance politique? C'est le fait que certains partis politiques dits d'opposition, qui n'ont pas de projet de société, qui n'ont pas de projet de civilisation, mais qui ont juste un programme opportuniste de gouvernement, vont venir partager le gâteau en chassant Gnassingbé, mais en maintenant le néocolonialisme. Voilà l'enjeu. Nous disons que nous voulons l'alternative antisystémique, pas l'alternance. L'alternative. Est-ce que les Africains comprennent bien les mots? L'alternative. Ça veut dire quoi l'alternative? Il n'y a que deux manières de faire l'alternative. La première, c'est une révolution. C'est-à-dire une insurrection populaire qui, en tant que processus incontrôlé, fait émerger une avant-garde éclairée des révolutionnaires. Voilà. Et ces révolutionnaires détruisent les fondations de l'État colonial. Parce qu'au Togo, c'est l'État colonial. Il n'y a pas eu de réforme de l'État depuis 58 ans. Donc, ce n'est pas l'État post-colonial africain, comme les nègres se plaisent à le dire. D'accord? C'est l'État colonial. C'est-à-dire c'est l'État français qui dirige le Togo, avec des institutions qui datent de De Gaulle, de la colonisation, même pas de De Gaulle, qui datent de Colbert. Colbert! Et là, nous sommes sous Louis XIV. Alors, donc ce que Gomez veut dire, c'est ceci. Ce qui caractérise le capitalisme français, c'est le colbertisme. C'est un capitalisme d'État qui repose sur l'aspiration et la captation des ressources naturelles des pays colonisés. Voilà. La France, je vais être très sérieux. Si la France rompt avec l'Afrique, quelle que soit la nature de ces ruptures, la France ne s'en sortira pas. Elle s'en relèvera jamais. Par contre, si l'Afrique rompt avec la France, l'Afrique va s'en sortir. Voilà. Et vous connaissez les positions de Covid. Moi, je veux que l'Afrique s'en sorte. Donc, la notion de rupture est automatique.
Bon, il y a deux formes de rupture. C'est comme avec les femmes. Il y a ce qu'on appelle une rupture à l'amiable. La France n'est pas capable d'accepter. Mais l'Angleterre a accepté. Avec le Ghana. Et il y a une deuxième forme de rupture. C'est une rupture radicale. Voilà. Donc, en tout état de cause, que cette rupture soit à l'amiable, ou que ce soit une rupture couperée, il faut se débarrasser de Faure Gnassingbé.